La radiodiffusion télévision française vous prie d'écouter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. Valeurs de notre civilisation, à propos de la publication de l'ouvrage de Denis de Rougemont, L'aventure occidentale de l'homme, édition Albin Michel, avec la participation de Robert Amadou, Emmanuel Berle, Alphonse Dupron, professeur à la Sorbonne, Charles Morazet, professeur à l'Institut d'études politiques, et l'auteur Denis de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture. Denis de Rougemont s'est donné pour tâche de nous intéresser à l'aventure occidentale de l'homme. Pour commenter ce livre, dire ce qu'il contient, le plus simple est d'analyser le titre. Si Denis de Rougemont nous parle d'aventure, c'est qu'il sait bien que le monde occidental est le lieu commun de thèmes de culture différents qu'on ne gagnerait rien à disséquer, car l'occidental les a depuis longtemps coordonnés. Mais la loi et le principe de cette coordination ne se résout pas en une définition, puisque Denis de Rougemont a en vue l'homme en général, et que ce personnage idéal se caractérise précisément par cette unité riche d'éléments contradictoires, et pour qui l'intelligence et l'ampleur de sensibilité ont été récupérées au détriment de quelque organisation politique, économique ou culturelle dans lesquelles cet homme ne verrait que de la conscience dégradée. En ce sens, tout homme qui pense l'aventure occidentale devient une fonction directrice de cette aventure, puisque cette aventure n'est rien d'autre qu'une série de tensions où, à peine avons-nous trouvé une certitude, il faut la remettre en question. Denis de Rougemont, dans des raccourcis étonnants, nous donne des exemples de ces contrastes que la seule analyse laisserait inexpliqués. Les origines au moins diverses de la culture européenne, dit-il, et plus encore, la doctrine du Dieu-homme, ont fait du paradoxe une forme de pensée fondamentale et normative pour l'Occident. Par exemple, aimer Dieu et le prochain comme soi-même, être au monde comme n'en étant pas, être libre et pourtant responsable, être dans l'histoire et l'affaire. Être un individu autonome mais dans une société organisée, trouver des certitudes et les remettre en question. En somme, Denis de Rougemont, en plaçant l'homme occidental entre des options extrêmes auxquelles nous tenons tous suffisamment pour ne pas choisir l'une au détriment de l'autre, Denis de Rougemont nous détache à la fois de l'histoire, qui nous amènerait à définir cette variété de buts poursuivis comme une succession d'époques dans lesquelles chacun pourrait à sa guise trouver son lot et en rester là. De même, il nous détache de quelques nouvelles façons de vivre, coupées du souvenir, et qui, pour nous alléger de toutes ces acquisitions, nous priveraient de l'efficience de notre passé. L'héritage occidental est dur et complexe, et parce que cet héritage tient compte de tout et contrôle toutes les situations données, nous ne pouvons le jeter loin de nous. Le plus simple est de le dévoiler par la mise à jour, tour à tour, des possibilités qui sont réellement présentes dans cet héritage. Et en effet, comme cet ensemble ne nous est pas donné d'un coup, c'est seulement par une assistance personnelle que nous pourrons prendre conscience des intentions initiales dont chacun de nous est porteur et qui s'éveilleront aux divers coins de notre conscience à mesure que nous aurons l'occasion de les vivre. Autrement dit, l'Occident n'est pas une civilisation qui nous enveloppe comme une synthèse passive d'éléments donnés, c'est un monde désordonné qui ne trouve son unité que dans la biographie d'un homme qui mettra l'unité naturelle et primordiale de sa vie et de son action, qu'il porte en lui, mais qu'il ne réalisera qu'en la parcourant. En ce sens, on peut dire que l'ouvrage de Denis de Rougemont spécifie avec précision les diverses modalités de la collaboration de notre vie quotidienne d'hommes européens avec la vie intellectuelle la plus haute de notre continent. La méthode étant posée, Denis de Rougemont étudie les variations de cette liberté individuelle dans les divers domaines de la connaissance et de l'action. Et là, il faut dire qu'on ne saurait ni mieux choisir ou varier les exemples, ni les analyser avec plus de finesse. À propos de tous les aspects de notre monde culturel, religion, vie sociale, histoire, science, aventure technique, sens du progrès, Denis de Rougemont recherche avec précision les arrangements qui ont permis à ces vocations d'aller de l'avant et les réactions que ces vocations ont provoquées dans l'ordre de l'intelligence. Réactions dont ces entreprises n'ont pas tardé à sentir à leur tour l'action. En ce sens, tout est vrai comme mouvement, mais tout est faux si ce mouvement marche sur le passé et sur la liberté des hommes.
laissant inexpliquée une part importante de leur vie réelle. La culture européenne, où nul ne veut être sujet, où nul ne veut être seul, a toujours été animée par la rivalité de libertés contraires, l'histoire de l'Europe et l'histoire de ses débats. Mais ces débats, l'homme occidental digne de ce nom ne les a jamais menés contre les autres, n'a jamais cherché à triompher sur les autres, mais en situant les conflits dans la large zone d'une société vraie, homogène, où l'on pensait que le prochain répondait lui aussi à une réalité certaine, définissant une certaine expérience, même si cette expérience échappe à notre pensée. C'est la force du livre de Denis de Rougemont de revenir toujours à ce commencement radical, où les options de la pensée occidentale s'établissent dans leur rapport, à savoir l'idée hébraïque de la création, la pensée dialectique et la théorie de la science élaborée par l'hellénisme, et l'unité de l'Église qui s'installera dans les structures de l'Empire au Moyen-Âge. Aussi, le monde vivant, l'absolu de la création, la pensée spéculative, la société, tout cela va entretenir en Occident des rapports difficiles entre l'homme et la matière, entre la société et l'individu, entre le monde et l'absolu, mais comme toutes ces puissances manifestent au fond l'esprit à tout moment, cette résonance compréhensive s'est appliquée à résoudre l'incompatibilité des thèses proposées pour les replacer dans la contradiction des seules consciences qui, lorsqu'elles veulent bien voir clair, trouvent toujours des motifs de s'entendre. À la fin de son livre, Denis de Rougemont cite Homère quand Minerve lui adresse la prière d'arrêter la guerre civile sous peine d'irriter le Dieu qui voit loin. C'est parce qu'au niveau de l'individu, comme des moments du temps et des entreprises particulières, l'Occident s'est mis dans la situation de penser que le monde est fait de réalités inadéquates, que chacun de nous à la fois se comprend dans l'histoire et sent en même temps que cette histoire le dépasse. L'aventure occidentale de l'homme, c'est la recherche du semblable, étant donné qu'on sait de l'homme à peu près tout ce qu'on peut savoir de lui. Signalons enfin que le livre de Denis de Rougemont brode constamment autour du thème de l'homme occidental la pensée de l'Orient. Et après avoir montré dans la première partie de son livre l'opposition entre l'Occident individualiste dans sa morale, réaliste dans son action, idéaliste dans sa pensée, avec l'Orient populeux, magique dans son action et panthéiste dans sa pensée, Denis de Rougemont constate qu'à notre époque tout se brouille. Au moment où l'Orient découvre la vie moderne et l'efficacité politique et technique, l'Occident semble se détacher d'une modernité qui tourne à sa plus complète servitude. Donc, au-delà même de l'Occident, tout se passe dans le monde comme si des mouvements de confrontation, occasions de délivrance, répondaient à l'inhumanité croissante des systèmes. Le livre de Denis de Rougemont, L'aventure occidentale de l'homme, va maintenant faire l'objet d'une controverse réunissant Robert Amadou, Emmanuel Berle, Alphonse Dupron, professeur à la Sorbonne, Charles Morazet, professeur à l'Institut d'études politiques, et l'auteur, Denis de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture. Denis de Rougemont va d'abord préciser le sens de son projet. Il m'a semblé qu'au moment où la conjoncture mondiale nous met, nous autres Européens, au défi de nous unir sur les plans politiques et économiques, nous sommes amenés, que nous le voulions ou non, à nous poser la grande question « Qu'est-ce que l'Europe ?» C'est-à-dire quel est le fondement humain et spirituel qui pourrait servir de base à cette entité politique et économique qui paraît souhaitable pour de toute autre raison. Ce fondement, à mon sens, n'est pas géographique d'abord. L'Europe ne peut pas être définie par ses contours, qui ont été toujours variables au cours des âges, en tout cas du côté de l'Est. Je ne crois pas non plus à la notion de frontière naturelle. Je ne pense pas que l'Europe soit une réalité statique. Je la vois plutôt comme un foyer de rayonnement, et de rayonnement extrêmement complexe. Il y a des rayons qui sont vivifiants et d'autres qui sont mortels. Mais la question que je me suis posée, c'est existe-t-il un principe de cohérence dans toute cette complexité que nous observons? Les principes originels de toutes ces complexités sont des options fondamentales exprimant une attitude de base de l'homme occidental, de l'homme européen. Options que je crois religieuses et métaphysiques, telles que celles qui ont été formulées par les premiers grands conciles, en particulier le concile de Nicée. Quelle est la date du concile de Nicée ? 325, c'est-à-dire très peu de temps
après la proclamation officielle du christianisme comme culte de l'Empire. Mais très longtemps avant que se manifeste quelque chose d'analogue à ce que nous appelons tantôt Europe, tantôt Occident, par d'ailleurs un certain abus. Voulez-vous préciser où vous trouvez un abus dans l'emploi des mots Europe et Occident que nous n'avons pas encore définis? L'abus, c'est de passer de l'un à l'autre comme s'ils étaient synonymes. Nous parlons en ce moment d'une attitude, nous ne parlons pas d'une entité géographique. Sans géographie, ça ne fait rien. L'Occident est une chose, l'Europe en est une autre, ou alors les mots n'ont plus de sens du tout. Donc pour moi, j'ai parlé de l'aventure occidentale en général, qui inclut naturellement toutes les régions du monde qui ont été colonisées et civilisées par les Européens, c'est-à-dire les deux Amériques au moins, certainement la Russie. Il faudra peut-être y inclure beaucoup plus maintenant que nous voyons que la Chine s'occidentalise. Mais je parle de l'Europe par rapport à l'Occident comme du foyer. Oui, du foyer de création, simplement. Je dirais que ça, c'est une des tentatives à la fois les plus déroutantes et par conséquent, je dirais, les plus formatrices du livre, que ce refus de la définition géographique, qui a l'air d'être, qui n'est pas chez vous un oubli, mais qui est un système. Vous entendez définir une certaine tendance vitale, et non pas dans un certain cadre géographique, mais sur la Terre entière, étant entendu qu'on voit par le développement même de votre pensée et de votre texte, qu'à certaines époques, c'est plutôt dans ce que nous appelons l'Europe que les phénomènes se sont produits. C'est une mise en présence de la création historique dans l'orientation d'un cadre cosmique, l'Occident étant quand même défini comme une moitié du monde. Comme une moitié, je dirais, métaphysique du monde. L'Orient et l'Occident. C'est très artificiel, mais j'ai proposé cette définition fondamentale. L'Orient, c'est une voie qui est tracée d'avance. L'Occident, ou ce qui est occidental, c'est une aventure dont on ne sait jamais où elle va exactement. Ni même peut-être exactement à quel moment elle s'est formée, où elle a pris conscience d'elle-même comme une aventure distincte de la voie orientale. Je propose la date du Concile de Nicée. C'est là que se sont constituées et formulées des notions aussi fondamentales que la notion de personne. Personnellement, je regretterais, puisque vous aviez pris une position si catégoriquement non géographique, que vous donniez tant de place à cette opposition Orient-Occident. Et dans mon premier chapitre, si je me rappelle bien, oui, je parle des adjectifs qui sont traditionnellement accolés à la notion d'Orient et à la notion d'Occident. Et je montre qu'ils sont préalables à la distinction géographique entre l'Orient et l'Occident. Ce sont des formes d'esprit, réellement. Et je montre que, par exemple, tous les adjectifs favorables, comme lumière, esprit et tout cela, sont toujours attribués à l'Orient, avant qu'il y ait une distinction physique entre les deux, et tous les adjectifs défavorables à l'Occident. Qu'est-ce que vous appelez adjectif défavorable? Sombre. Ah oui, c'est ça, oui. En bas, à gauche, la matière. Vous avez cherché ça dans des textes de quelle nature? Dans les textes iraniens et soufistes. Parce qu'à cette époque, la lumière venait de Chine. Mais je me demande si c'est pas quelque chose de très localisé dans le temps, enfin, dans 5 siècles ou 10 siècles, l'époque de la grande route de la soie. Il est assez difficile de mettre sur le même plan la personne et la machine. Parce que je suppose que j'ai une personne. Je ne suis pas sûr que des moines zen, des védantistes, des Égyptiens n'aient pas eux aussi une personne. Certainement pas dans le même alors sens. Que je suis sûr que je peux aller en avion à New York et que toutes ces personnes ne pouvaient pas aller en avion à New York. Par conséquent, la machine me paraît une donnée certaine et la pensée, la personne, l'objet de définitions qui seront toujours difficiles. Mon cher Emmanuel Berle, vous jouez la clarté, n'est-ce pas? Vous jouez la clarté à tout coup, vous avez raison, et vous devez plaire particulièrement à nos auditeurs. Vous dites la machine, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est que d'aller à New York. Très bien, eh bien évidemment, nous allons être battus à tous les coups. Nous qui cherchons la petite bête, nous qui essayons de nous plonger dans l'obscur. Et cet obscur, c'est quoi? C'est dire, bien, bon, très bien, je prends l'avion et je vais à New York. Mais alors, si nous rejoignons l'histoire, nous nous demandons, pourquoi puis-je aller en avion à New York? C'est une question que peut-être vous ne voulez pas vous poser. Si, moi je me la suis beaucoup posée. Bien, moi c'est la seule qui me passionne, il m'est complètement indifférent d'aller en avion à New York, bien que j'y ai été plusieurs fois.
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi j'y vais en avion et comment j'ai pu y aller en avion. Alors je remonte de l'avion au moteur, du moteur au théorème de Carnot, du théorème de Carnot à un certain système de pensée. Et je vois une fabrication continue, un mouvement irréversible. Et alors là, je retrouve, sans être d'accord encore une fois avec tout votre livre, mais je retrouve cette idée fondamentale, et comme M. Dupont soulignait tout à l'heure, vous disiez, la Chine a une histoire. Oui, mais ce qu'il y a de très curieux dans l'Occident, c'est sa volonté de reconnaître, de faire face à ce problème qu'il y a une naissance et une mort, qu'il y a un mouvement irréversible, qu'il y a en effet une aventure, que la mort est bien la mort. Et si on peut contester la place considérable que vous donnez dans votre livre au christianisme, on ne peut pas contester ce fait énorme que le christianisme est la seule religion qui non seulement est fait diviniser la mort, mais pour la bien souligner, il a fait précéder les souffrances les plus atroces. Par conséquent, diviniser la souffrance, diviniser la mort, diviniser l'irréversibilité. Et c'est peut-être en effet, je crois qu'il y a en tout cas là une grande idée, je ne peux pas vous dire encore, parce qu'il faudrait y réfléchir, il faudra probablement des années de réflexion sur des sujets de cette espèce, qui sont dans l'air d'ailleurs de façon générale, mais c'est là une très grande idée de savoir si en effet, accepter la mort, accepter l'irréversibilité, s'installer dans l'histoire, n'est pas à l'origine de cette espèce d'angoisse et de recherche qui conduit à la science et à votre avion, cher M. Manuel Berle, qui nous conduit à New York. Moi, je crois que la machine est née de l'envie d'en avoir. Oh, s'il n'y avait eu que l'envie d'en avoir, vous pouvez être tranquille qu'elle serait née beaucoup plus tôt. Car je pense que l'envie d'avoir des machines a dû être très antérieure à la possibilité d'en fabriquer. Mais je ne suis pas du tout sûr que Parménide aurait eu très envie de faire un avion. Et d'ailleurs, je pense... Et les mythes, cher, croyez-vous que le mythe d'Icare, ne prouve pas un certain désir? J'attendais le mythe d'Icare, je ne crois pas qu'il soit du tout persuadant. Parce que les envies, il y en a des vraies et il y en a qui ne sont pas vraies, dans le cœur des individus comme dans le cœur des sociétés. L'envie de fabriquer impliquait la transmission des résultats obtenus. Or, la transmission n'a été faite que par les Occidentaux. On peut en effet se demander, d'ailleurs beaucoup d'historiens se sont demandé pourquoi nous avions découvert l'Amérique et les grandes lignes de navigation, alors que la marine turque était beaucoup plus forte que la nôtre, puisqu'elle nous battait à toutes les rencontres jusqu'à l'épante. Et je crois évident que la raison est que les navigateurs occidentaux se transmettaient les uns les autres leurs renseignements, alors que les autres ne se les transmettaient pas. Mais cette transmission supposait une envie, et cette non-transmission supposait elle aussi une non-envie. Je voudrais ne pas vouloir laisser passer cette idée que l'Occident se transmettait, les Occidentaux se transmettaient leurs renseignements, alors que, voyons, disons les Orientaux, pour rester dans ce débat un peu artificiel, enfin, cette séparation un peu artificiellement géographique, se les refusaient. C'est tout le contraire. Les Portugais gardaient très jalousement leurs secrets, alors qu'au contraire, les Persans les répandaient très libéralement. Ah non, il y a eu une concentration des renseignements de navigation par Henri le Navigateur. C'est d'ailleurs ce une concentration très limitée autour de ce minuscule Portugal. Il ne les donnait pas aux autres, rassurez-vous. Je vous rappelle que Christophe Colomb, faisant les calculs pour son voyage, a dû se référer à des documents ultra secrets, qui étaient d'ailleurs absolument faux scientifiquement, oui, mais secrets, mais secrets, comme le document de Toscanelli, le Florentin, qu'il a retrouvé par miracle à Lisbonne. Les documents étaient loin d'être transmis. Henri le Navigateur avait essayé, dans son étude des côtes d'Afrique, mais de là à dire qu'on transmettait les renseignements fondamentaux, par exemple ceux qui auraient permis de découvrir l'Amérique, non. Tandis que Paracelse a pu faire tout un livre très facilement, simplement en se promenant dans les rues de Constantinople, parce que tout le monde savait tout, et tout le monde disait tout. Il n'y avait pas de secret. Il n'y a pas de secret scientifique dans l'Orient à cette époque. Ah, Sinbad le marin ne donne pas ses routes. Mais je voudrais, puisque nous attendons maintenant sur la question de l'histoire et mais nous ne savons pas non plus ce qu'il a trouvé. Non, nous ne savons pas non plus ce qu'il a trouvé. Il a dû certainement trouver des choses. Nous ne savons même pas qui c'est. Christophe Colomb, en gros, n'est-ce pas, nous pensons qu'il existe. Il a certainement trouvé des choses. Alors, en tout cas, moi, je ne verrai plus d'explication. Parce que, comme la supériorité technique de la flotte musulmane est incontestable jusqu'à la bataille de Lépante, je ne comprendrai pas comment la flotte la plus faible a fait les parcours les plus forts. Et alors là, je demanderais qu'on me donne l'explication. Parce qu'il n'y a pas que la flotte, chef. Il n'y a pas que la flotte. Il y a ce qui la met en marche. Oui, il y a eu un ensemble de conceptions. Il est certain que la traversée de l'Atlantique, la découverte de Colomb, ne traduit pas uniquement un progrès maritime, mais traduit en même temps un progrès des techniques navales, des techniques de repérage, des techniques de calcul mathématique, des ambitions morales. Ça, c'est sûr. En tout cas, il y a une espèce, en effet, d'angoisse de recherche
qui correspond avec une utilisation maximale de toutes les techniques qu'on emprunte, d'ailleurs surtout en effet à l'Orient. Alors mais là, qu'on utilise mieux. Il y a, comme dit Pascal, tout le monde peut jouer à la paume, mais il y a ceux qui la placent mieux. je voudrais revenir au temps. J'ai vu les livres de M. Zimmer sur les mythes hindous. La grande différence, à mon avis, entre les conceptions du temps occidentales et les conceptions du temps qui ne le sont pas, c'est que les Occidentaux ont toujours dans l'idée un temps court et les Orientaux ont dans l'idée un temps infini. Je crois que ça tient à ce que la conception de Dieu est beaucoup plus spatiale en Occident et beaucoup plus temporale, si j'ose dire, en Orient. Dieu est spatial en Occident. C'est le monde, l'infinité du monde est dans l'espace. C'est les astronomes qui montrent l'infinité du monde. Ce n'est pas les historiens. En effet, il y a bien une tendance de l'Occident à raisonner en espace, en termes d'espace. Et probablement, en effet, une tendance de l'Orient à raisonner en termes de temps. Je vois, moi, une explication beaucoup plus simple. C'est que l'occidental, avant la chrétienté, l'occidental de la Méditerranée, qui nous a tout de même donné beaucoup d'instruments de travail, ou en tout cas beaucoup d'outils de pensée, était un marin qui naviguait de jour et qui se repérait par les côtes, par conséquent une vision géographique. Tandis que l'oriental était un chamelier du désert qui, lorsqu'il marchait... C'est pas l'hindou qui nous a apporté tant de choses et qui a fait peut-être tant de découvertes. Je suis beaucoup plus sensible, et le livre de M. Denis Rougemont le montre, au rôle extraordinaire qu'a joué la Perse comme confluent à la fois de la Chine, de l'Inde et de tous les peuples intermédiaires. Je crois à l'importance considérable de l'Iran. Je ne croyais pas que les Chinois étaient un peuple de chameliers. Non, mais les repérages... Écoutez, en tout cas, les Chinois sont un peuple nocturne dans la mesure où ils ont attribué à l'étoile polaire un rôle beaucoup plus important que vous ne le trouvez dans aucun texte ou dans aucun témoignage de la Grèce, qui au contraire se repère par le soleil et la côte. C'est un peuple, si vous voulez, nocturne, pour lequel le ciel a une énorme importance. Alors évidemment, vous trouvez des positions intermédiaires, mais à mon avis, ce sont des choses très concrètes, et que nous utilisions des outils mentaux différents, et probablement plus portés vers le temps à l'est et plus portés vers l'espace à l'ouest, n'empêche pas que la conception fondamentale, totale que l'homme se fait de l'humanité est plus temporelle, et plus directement, plus précisément temporelle à l'ouest, et probablement, je ne dirais pas plus spatiale, ce serait une grave erreur à l'est, mais plus indifférente au temps, ou mieux, se dérobant davantage devant le problème du temps à l'est. Nous pourrions encore analyser très longuement ce problème des valeurs temps-espace dans notre expérience historique occidentale. Je voudrais, pour ma part, dans une nécessité de présence au présent, marquer, en particulier dans les diagnostics de M. de Rougemont, celui-ci qui compte grandement pour moi. Seul l'Occident, a-t-il souligné, peut inventer la cure pour guérir de la peste nationale. De même, de l'usage matérialiste, c'est-à-dire partiel, de la technique. Autrement dit, le mal du monde est notre mal et notre responsabilité à la mesure du total. Tout repose dès lors dans l'art de guérir. Ce dont l'Occident a besoin, c'est d'une thérapeutique, c'est-à-dire d'un art, des voies et moyens d'être en équilibre avec les parties de soi, avec l'autre, avec l'ordre universel. Et je garde pour ma part une des dernières réflexions de M. Denis de Rougemont comme une intuition d'ordre. Mais quel est le rêve oriental? Nous voulions contrôler la physis, eux la psyché. Tout le problème est là. Et je pense que dans la conscience de nos responsabilités au présent, cette nécessité du contrôle à notre tour de la psyché, et probablement par l'histoire, probablement par une conscience de la personne et des exigences de la personne, peut nous apporter cette voie de pont que le livre de M. de Rougemont marque dans notre exigence commune comme un signe. Je crois que l'expression est aussi sienne. Je voudrais simplement ajouter tout l'intérêt de la conclusion de Denis de Rougemont. En effet, après avoir défini avec des qualificatifs presque symboliques l'Occident et l'Orient, Denis de Rougemont se pose la question, où allons-nous, se pose la question de l'avenir.
Et il est certain que si l'on donne ce sens aux termes Orient et Occident, la plupart de ceux qui réfléchissent sur les destinées de notre civilisation ou du monde en viennent à redouter toute contamination, à trouver que certains signes de contamination sont inquiétants. C'est-à-dire que si l'on est partisan de l'aventure occidentale, on souhaite que cette aventure s'étende au monde entier et que l'Orient lui-même n'y échappe pas. Et inversement, un certain nombre de personnes souhaitent qu'au contraire, une certaine conception orientale de la voie puisse non seulement s'immiscer, mais encore totalement dominer notre conception occidentale. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que loin de redouter ou de s'effrayer de cette contamination, Denis de Rougemont estime au contraire que dans une certaine mesure, l'Orient occidentalisé et l'Occident acquis la technique, et ça je crois que c'est un point très important dans votre livre, acquis la technique permettra de se livrer davantage à certaines activités spéculatives ou contemplatives. Cet Orient-là, occidentalisé, et cet Occident en quelque sorte orientalisé, ou revenu à un certain nombre de préoccupations qu'on pouvait dire orientales précédemment, ces deux parties du monde, contaminées l'une par l'autre, pourraient réaliser une certaine synthèse. Je crois qu'il y a là un point extrêmement important, et je crois que c'est la conclusion de votre livre. Oui, j'ai cité comme conclusion d'un livre sur l'aventure, la conclusion de la grande aventure littérairement connue au départ de l'Occident, qui est l'Odyssée. Conclusion où on voit la réconciliation des deux parties. Quand Ulysse est arrêté par Minerve, qui arrête son bras, je vous lis ces quelques lignes qui sont à la fin de l'Odyssée. Minerve s'adresse au héros et lui dit « Fils de Laërte, nourri du ciel, Ulysse aux nombreux artifices, calme-toi. Ne poursuis pas cette guerre civile. » Et j'entends bien une guerre civile du genre humain entre l'Orient et l'Occident. « Crains d'irriter le dieu qui voit très loin. » Ainsi parle Minerve, fille de Zeus foudroyant. Le héros plein de joie lui obéit, et la déesse, sous les traits de Mentor, fait conclure entre les deux parties pour toujours une alliance sincère. J'ai voulu terminer sur ce rêve d'une réconciliation des deux parties du monde qui sont aussi probablement les deux moitiés de la psyché humaine. Seulement, il faut tout de même observer que l'occidentalisation de l'Orient est un fait et que l'orientalisation de l'Occident est une rêverie jusqu'à nouvel ordre. Il n'y en a pas du tout. Nous ne sommes pas plus orientaux que nous l'était Schopenhauer, mettons. Non, mais un certain réveil de valeurs spirituelles, une certaine insistance sur les valeurs contemplatives, est une réviviscence d'apports orientaux dans la formation de l'Occident, apports qui sont venus probablement et surtout à travers le christianisme. Je voudrais tout de même mettre en garde aussi, n'est-ce pas, nos auditeurs sur ce fait que nous sommes partis de ce principe que Orient et Occident n'avaient pas de définition géographique. Si votre livre a un très grand talent, dans la mesure où il n'est certes pas à la portée de tout le monde, je dirais, enfin encore qu'il soit très agréable à lire pour tout le monde, s'il a un très grand talent, un très grand mérite, c'est qu'il évoque des problèmes, je dirais, des problèmes obscurs et qu'il jette des clartés, n'est-ce pas, sur des problèmes extrêmement obscurs. Mais je crois que si on voulait en faire une véritable définition des rapports Est-Ouest au sens géographique du terme, il apporterait probablement plus de guerre, si vous voulez, que vous ne voulez en guérir. Mais l'intention fondamentale que vous évoquez si magnifiquement dans ce texte, Homère, est bonne dans le sens que tout bon travail aboutit à ce que vous voulez atteindre. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres par Pierre Cipriot. Valeurs de notre civilisation, à propos de la publication de l'ouvrage de Denis de Rougemont, L'aventure occidentale de l'homme, édition Albin Michel, avec la participation de Robert Amadou, Emmanuel Berle, Alphonse Dupron, professeur à la Sorbonne, Charles Morazet, professeur à l'Institut d'études politiques, et l'auteur Denis de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture.